Depuis près de 8 décennies, le franc CFA est resté un symbole durable de l'influence coloniale française sur l'Afrique de l'Ouest. Créé le 26 décembre 1945, ce système monétaire permettait à la France de maintenir un contrôle direct sur les économies de ses anciennes colonies, même après leur indépendance politique. Ce que l'on vendait comme un outil de stabilité était en réalité un mécanisme sophistiqué d'asservissement économique. L'un des piliers de ce système imposait aux pays africains d'y déposer jusqu'à 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français, réduisant ainsi drastiquement leur autonomie budgétaire. Dans ce contexte, la décision du Burkina Faso de tourner le dos à cette monnaie constitue une rupture historique. Le président Ibrahim Traoré, à la tête de la transition, a officiellement mis fin à l'utilisation du franc CFA et annoncé la création du CIRA, une nouvelle monnaie nationale entièrement contrôlée par les autorités burkinabais. Ce choix ne relève pas d'un simple ajustement technique, il représente un rejet assumé des structures néocoloniales qui ont étouffé le développement endogène de toute une région. La fracture est d'autant plus significative qu'elle survient au sein d'un trio désormais inséparable, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Ces trois États sahéliens ont affiché une solidarité inédite depuis leur retrait successif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, une organisation perçue comme une courroie de transmission des intérêts français. Ce front uni marque un tournant dans l'histoire postcoloniale du continent. Mais pourquoi le franc CFA a-t-il suscité autant de contestations? D'abord parce que les pays utilisateurs ne disposent pas de leur propre politique monétaire, les taux d'intérêt, les dévaluations ou la gestion des flux de capitaux sont conditionnés à l'aval de Paris. Ensuite, en étant arrimé à l'euro, le franc CFA pénalise la compétitivité des exportations africaines sur les marchés mondiaux. Résultat, une stagnation industrielle, une fuite massive des capitaux et un maintien structurel dans l'exportation brute de matières premières. En rompant ce pacte, le Burkina Faso cherche à redonner du sens à la souveraineté économique. Le président Traoré ne cache pas ses ambitions: créer une monnaie qui serve les intérêts du peuple burkinabé, renforcer les secteurs stratégiques comme l'agriculture, l'énergie et les infrastructures, et surtout rompre avec la dépendance extérieure. Dans ses discours, il évoque souvent la nécessité de refonder l'économie nationale à partir des besoins réels de la population. Cependant, cette décision est loin d'être sans précédent. D'autres leaders africains ont tenté par le passé de briser les chaînes financières imposées par l'Occident. Thomas Sankara, l'icône révolutionnaire du Burkina Faso, avait déjà dénoncé dans les années 1980 le poids de la dette et les mécanismes de domination économique. Son appel à l'autosuffisance alimentaire et à la dignité financière résonne aujourd'hui dans les décisions de Traoré. À bien des égards, l'introduction du CIRA peut être perçue comme un hommage direct à l'héritage de Sankara. Mais le contexte de 2025 n'est plus celui de la guerre froide. La mondialisation, les chaînes de valeur, les sanctions économiques et les flux numériques rendent les défis encore plus complexes. Pourtant, un fait demeure, les peuples africains aspirent à une véritable indépendance, pas seulement dans les discours, mais dans les structures financières elles-mêmes. Les rues de Ouagadougou, de Bamako et de Niamey vibrent aujourd'hui de cette aspiration. Des manifestations de soutien au CIRA se multiplient, des intellectuels saluent ce moment comme un acte fondateur du XXIe siècle africain, tandis que des entrepreneurs locaux y voient l'opportunité de bâtir une économie plus résiliente. Mais une question brûle toutes les lèvres: ce pari audacieux sera-t-il tenable? Ou comme tant d'initiatives panafricaines passées, sera-t-il étouffé dans l'œuf par des pressions extérieures? Et vous, qu'en pensez-vous? Cette rupture avec le franc CFA est-elle un signal fort ou un risque insensé? Partagez votre avis dans les commentaires. Derrière le lancement du CIRA ne se cache pas qu'un simple changement de billet. C'est une opération stratégique aux ramifications profondes conçue pour redonner au Burkina Faso la maîtrise de ses outils monétaires. Et pour cela, le gouvernement de Traoré a pris une mesure décisive: la création de la Banque de dépôt du Trésor national, destinée à remplacer les institutions françaises qui jusqu'ici détenaient le cœur de la richesse nationale. Pendant des décennies, les États de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont été contraints de placer une grande partie de leurs réserves de change à la Banque de France, ce qui signifiait, dans les faits, un gel partiel de leurs avoirs. Cette logique contraignante empêchait toute flexibilité budgétaire, bridait les investissements publics et exposait les pays africains aux choix politiques de Paris et de Bruxelles. Avec la Banque de dépôt nationale, c'est une toute autre philosophie qui voit le jour. Le Burkina Faso devient maître de sa politique de réserve. Désormais, les fonds issus de l'exportation de l'or, du coton, du bétail et des ressources minières seront logés sur le territoire national en dehors de tout contrôle européen. Ce changement fondamental permet aussi à Ouagadougou de planifier des politiques anti-inflationnistes, de soutenir sa monnaie via des mécanismes internes et de bâtir une économie plus résiliente. Mais ce projet n'est pas sans défi.
La mise en place d'une monnaie autonome exige la création de nouveaux mécanismes de régulation, un institut d'émission, un système bancaire interconnecté, un code monétaire national, une autorité de contrôle d'échange, sans parler des outils de lutte contre l'inflation et la spéculation. Le gouvernement burkinabé devra également rassurer la population sur la solidité du CIRA dans un contexte où la défiance vis-à-vis des institutions est forte. Pour accompagner cette transition, plusieurs pays africains ont envoyé des délégations à Ouagadougou afin de comprendre le modèle mis en œuvre. Le Mali, déjà en rupture avec la CEDEAO et en tension ouverte avec la France, envisage de rejoindre l'initiative du CIRA. Le Niger, en pleine recomposition institutionnelle, pourrait suivre. Une coordination économique à trois têtes avec une banque centrale commune et des politiques synchronisées est déjà évoquée à huis clos. Sur le plan technique, le CIRA n'est pas arrimé à l'euro comme l'était le franc CFA. Il est basé sur un panier de devises incluant notamment le yuan chinois, le rouble russe et une part d'or physique issue directement des mines burkinabè. Ce modèle vise à limiter la volatilité face aux grandes monnaies occidentales tout en s'alignant sur les nouvelles puissances commerciales avec lesquelles le Burkina Faso intensifie ses relations. Une monnaie adossée à des ressources tangibles pourrait rassurer les marchés et faciliter les transactions sud-sud. Dans les coulisses, on apprend que des économistes russes, vénézuéliens et iraniens assistent le Burkina Faso dans la définition de ses politiques monétaires. Un cadre de coopération sud-sud se met en place loin des modèles imposés par le FMI ou la Banque mondiale. À Ouagadougou, ces institutions sont désormais perçues comme des outils de domination responsables de décennies d'austérité budgétaire et de réformes antisociales. Toutefois, le gouvernement reste conscient des menaces. Paris pourrait bloquer les transferts bancaires Bruxelles, imposer des restrictions commerciales et le FMI refuser des financements cruciaux. Les entreprises étrangères hésitent déjà à signer de nouveaux contrats dans l'incertitude actuelle. Certains analystes évoquent aussi des fuites de capitaux ou une spéculation orchestrée pour déstabiliser le CIRA dès ses premières semaines de circulation. Mais Ibrahim Traoré semble avoir anticipé cette guerre monétaire. Des accords bilatéraux avec la Russie et la Turquie prévoient déjà l'utilisation du rouble et de la livre turque dans les échanges commerciaux. Des plateformes de paiement alternatives à SWIFT sont en cours de développement avec le soutien technologique de la Chine. Le Burkina Faso cherche également à adhérer à des projets de dédollarisation portés par les BRICS, notamment le mécanisme de paiement en monnaie locale. Enfin, l'adhésion populaire reste un enjeu central. Le gouvernement a lancé une vaste campagne de sensibilisation avec distribution de brochures émissions radio en langue locale et réunions communautaires pour expliquer les avantages du CIRA. Dans les marchés de Ouagadougou, les premiers billets suscitent la curiosité, parfois la méfiance, mais souvent la fierté. C'est la monnaie de notre dignité, affirme un commerçant de Dapoya. Là où beaucoup redoutaient d'un effondrement, un nouvel espoir est né, celui d'un peuple debout qui entend reconquérir ses leviers économiques, affirmer sa souveraineté et prouver au monde qu'il est possible, même dans un pays enclavé, de dire non à la domination extérieure. La décision du Burkina Faso de se doter d'une monnaie nationale indépendante a fait l'effet d'une onde de choc bien au-delà du Sahel. À Paris, Bruxelles, Francfort et même Washington, cette rupture brutale avec le franc CFA a été perçue non seulement comme un acte de défiance, mais comme une menace pour l'ordre monétaire et géopolitique établi depuis la décolonisation. Car si le CIRA réussit, c'est tout l'édifice néocolonial construit autour du franc CFA qui risque de s'effondrer. La réaction de la France ne s'est pas fait attendre. À l'Élysée, des réunions de crise ont été convoquées. Des sources diplomatiques anonymes rapportent que Paris envisage une série de mesures de représailles économiques allant de la suspension de certains accords bilatéraux à des restrictions sur l'aide au développement. Le ministre français de l'économie aurait évoqué en coulisses un précédent dangereux et plaidé pour une réponse coordonnée avec les partenaires européens. Mais au sein même de l'Union européenne, les avis divergent. À Bruxelles, les autorités restent prudentes. Officiellement, l'UE continue de plaider pour une approche inclusive et respectueuse de la souveraineté des États africains. Officieusement, plusieurs hauts fonctionnaires s'inquiètent de voir d'autres pays emboîter le pas au Burkina Faso. Le Bénin, le Togo ou encore la Guinée-Bissau, qui commencent à exprimer publiquement leurs réserves à l'égard du franc CFA, pourraient être tentés de suivre le même chemin. Le Fonds monétaire international, quant à lui, adopte un ton mesuré mais inquiet. Dans un rapport confidentiel récemment divulgué, le FMI alerte sur les risques macroéconomiques liés à une sortie unilatérale du cadre de stabilité de l'UEMOA et met en garde contre des perturbations dans les flux d'investissement et d'aide internationale. Pourtant, plusieurs observateurs dénoncent l'hypocrisie d'une telle posture, alors que les institutions de Bretton Woods prônent la liberté économique, elles sanctionnent dans les faits les pays qui cherchent à reprendre le contrôle de leur propre monnaie. Sur le terrain, les premiers signes de tension sont déjà visibles. Certaines banques internationales sous pression politique ont suspendu leurs opérations au Burkina Faso.
Des transferts SWIFT ont été retardés. Des ONG occidentales ont annoncé revoir leur présence dans le pays, invoquant l'instabilité réglementaire. Même certains importateurs africains hésitent désormais à signer des contrats en CIRA, craignant une dépréciation ou un manque de convertibilité. Mais cette campagne de pression pourrait bien se retourner contre ces instigateurs, car loin de céder, Ouagadougou contre-attaque. Le gouvernement burkinabé a adressé une plainte formelle à l'OMC dénonçant des mesures de rétorsion économique contraires aux règles du commerce international. Dans le même temps, des parlementaires burkinabés appellent à la suspension des concessions minières accordées à des firmes françaises, notamment dans le secteur de l'or et du manganèse. Plus encore, le Burkina Faso mise sur un basculement des alliances géopolitiques. En renforçant ses liens avec la Russie, la Chine, l'Iran ou encore la Turquie, le pays entend montrer qu'il existe un monde au-delà de la sphère euro-atlantique. Lors d'un récent sommet à Moscou, Ibrahim Traoré aurait reçu des garanties de soutien économique et militaire en cas de sanctions occidentales. La Chine, de son côté, s'est dite disponible à accompagner toute initiative visant à la diversification monétaire et commerciale du continent africain. Ce réalignement s'inscrit dans un contexte plus large de contestation de l'ordre mondial, alors que les BRICS élargis entendent créer une monnaie commune adossée à l'or et réduire leur dépendance au dollar. Les initiatives, comme celle du CIRA, apparaissent comme des expérimentations grandeur nature pour un nouveau système financier multipolaire. Le Burkina Faso devient alors, malgré lui, un laboratoire de la dédollarisation. Face à cette recomposition, l'Occident semble hésitant. D'un côté, maintenir une pression maximale pour dissuader d'autres pays africains de suivre l'exemple burkinabé, de l'autre, éviter une rupture frontale qui pousserait Ouagadougou à rejoindre définitivement le camp des puissances dites anti-système. Mais une chose est certaine, le CIRA est devenu un symbole. Un symbole qui dérange, qui questionne et qui redonne espoir à une jeunesse africaine de plus en plus politisée et connectée. En cela, la bataille du franc CFA dépasse de loin les enjeux monétaires. Elle incarne le combat pour la dignité, pour le respect et pour le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses. Et si demain d'autres capitales africaines annonçaient à leur tour la fin du CFA, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, ce qui semblait hier impensable devient chaque jour plus plausible. L'effet domino n'est plus une hypothèse lointaine mais une menace réelle pour les intérêts stratégiques de la France et de l'Europe en Afrique. Le temps joue-t-il pour Ouagadougou ou pour Bruxelles ? La réponse dépendra de la résilience économique du Burkina Faso et de la capacité de son peuple à résister aux pressions extérieures. Alors que l'Occident resserre l'étau autour du Burkina Faso, Ouagadougou ne reste pas isolé. Au contraire, Ibrahim Traoré semble avoir anticipé cette confrontation en consolidant des alliances stratégiques qui redéfinissent le jeu diplomatique en Afrique de l'Ouest. Et ce basculement vers un axe non occidental ne repose pas seulement sur une logique de survie, mais sur une vision à long terme d'un continent affranchi de la tutelle euro-atlantique. Au cœur de cette stratégie, la Russie. Depuis la montée en puissance du groupe Wagner au Sahel et la présence accrue de conseillers militaires russes à Ouagadougou, les liens entre Moscou et le Burkina Faso se sont intensifiés. Mais au-delà de la coopération sécuritaire, c'est le volet économique qui prend une nouvelle dimension. La Russie s'est engagée à appuyer la stabilisation du CIRA en échange de contrats d'exploration minière et d'accords agricoles bilatéraux. Une banque russo-burkinabé serait en projet pour faciliter les échanges en roubles et réduire la dépendance au dollar ou à l'euro. La Turquie, autre acteur dynamique sur le continent, a récemment signé un protocole d'accord avec le Burkina Faso concernant le développement d'infrastructures, le transfert de technologies agricoles et l'assistance logistique. Ankara voit dans le rejet du franc CFA une opportunité de renforcer sa présence dans une région où elle concurrence désormais directement Paris. Mais c'est la visite surprise d'une délégation iranienne à Ouagadougou qui a fait le plus de bruit. Téhéran, en pleine campagne pour étendre son influence sur le continent, a proposé une aide technique pour la création d'un système bancaire islamique alternatif moins vulnérable aux sanctions occidentales. En retour, le Burkina Faso s'est dit prêt à exporter vers l'Iran des minerais stratégiques et des produits agricoles. En Amérique latine, le Venezuela de Nicolás Maduro a salué la décision de Traoré comme un acte de bravoure historique. Caracas a proposé un partenariat énergétique notamment dans le domaine de la biomasse et des carburants alternatifs. Un échange symbolique de devises entre le Bolivar et le CIRA aurait même eu lieu dans le cadre d'un projet pilote pour contourner les circuits de bancaires traditionnels. Ce réseau de solidarité sud-sud ne s'arrête pas là. Le Burkina Faso participe désormais à des forums économiques alternatifs comme le Forum de São Paulo élargi, où il échange avec des États marginalisés par l'ordre occidental, Cuba, la Syrie, la Bolivie, la Corée du Nord. Ces interactions, bien que souvent informelles, nourrissent une diplomatie parallèle loin des standards du G7 ou du FMI.
Cependant, ces choix ne sont pas sans conséquences. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Gabon, plus proches de l'Occident, ont exprimé leur désaccord vis-à-vis de ce réalignement. La CEDEAO même, affaiblie, pourrait encore tenter d'isoler diplomatiquement Ouagadougou. Et des voix s'élèvent dans les chancelleries occidentales pour accuser le Burkina Faso de mettre en danger la stabilité régionale. Pour Ibrahim Traoré, cette critique est infondée. Dans un discours télévisé diffusé récemment, il déclare « Nous ne sommes pas en guerre contre l'Occident, nous sommes en guerre contre la dépendance. Le Burkina Faso tend la main à tous ceux qui respectent sa souveraineté. » Ce positionnement ambigu, défiance vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale mais ouverture vers des partenaires émergents, permet à Ouagadougou de naviguer habilement entre les blocs sans pour autant se déclarer officiellement anti-occidental. Une posture subtile mais risquée. Il faut aussi noter l'impact de cette nouvelle diplomatie sur les opinions publiques africaines. Des hashtags comme « soutien Ossira » ou Traor Vision circulent désormais sur les réseaux sociaux. Des artistes influenceurs et intellectuels de toute l'Afrique francophone prennent position comparant Traoré à Thomas Sankara ou à Che Guevara. Des mouvements citoyens organisent même des collectes pour soutenir les projets d'infrastructure autour de la banque de dépôt. Cette mobilisation populaire transnationale inquiète Paris. Car au-delà de la seule perte d'influence au Burkina Faso, c'est tout un modèle de présence française en Afrique qui vacille. Le retrait militaire, les fermetures d'ambassades, la remise en question de l'aide au développement, tout converge vers une perte de contrôle stratégique. En retour, la diplomatie française tente de redorer son image. Des promesses d'annulation de dettes ont été faites à d'autres pays de l'UEMOA. L'Agence française de développement annonce de nouveaux fonds pour soutenir les startups africaines. Mais ces gestes sont perçus par beaucoup comme tardifs, voire cyniques. Dans ce grand jeu d'alliance, Traoré prend un pari audacieux, rompre avec l'ordre établi tout en construisant une coalition d'acteurs émergents prêts à miser sur un nouveau modèle africain. Ce choix pourrait marquer une page décisive de l'histoire contemporaine du continent. Reste à savoir si ce réseau d'alliances sera assez solide pour résister à la tempête. Le choix d'Ibrahim Traoré de rompre avec le franc CFA et d'imposer le CIRA s'inscrit dans une longue lignée de dirigeants africains qui ont avant lui tenté de briser les chaînes de la domination monétaire et économique occidentale. Une lignée marquée par le courage, mais aussi par le sang. L'histoire récente du continent témoigne d'un triste constat: défier les intérêts financiers de l'Occident, c'est s'exposer à des représailles brutales. L'exemple le plus emblématique reste celui de Mouammar Kadhafi. En 2009, le leader libyen annonçait publiquement son projet de créer une monnaie panafricaine adossée à l'or, le dinar or. L'objectif ? Remplacer le dollar et l'euro dans les échanges intra-africains et renforcer la souveraineté économique du continent. Ce projet bien avancé, selon plusieurs sources diplomatiques, inquiétait sérieusement les États-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui y voyaient une menace directe à leur contrôle monétaire mondial. En 2011, Kadhafi est renversé dans un contexte de guerre civile amplifié par une intervention militaire de l'OTAN. Si les raisons officielles évoquent des violations des droits humains nombreux, sont les analystes à estimer que sa volonté de s'affranchir du système financier occidental fut l'une des causes profondes de son élimination. Depuis, la Libye est plongée dans le chaos, servant de mise en garde à tout leader africain désireux de suivre cette voie. Le Burkina Faso, dans ce contexte, avance en territoire miné. Ibrahim Traoré ne peut ignorer les précédents tragiques de l'histoire africaine. Il connaît le sort de Thomas Sankara renversé en 1987 après avoir dénoncé la dette comme un instrument de reconquête coloniale. Sankara avait exigé l'annulation pure et simple de la dette africaine lors d'un sommet de l'eau, appelant les peuples du continent à ne plus payer une dette qu'ils n'avaient jamais contractée. Moins d'un an après, il était assassiné. La France est depuis accusée, notamment par des documents déclassifiés, d'avoir joué un rôle indirect dans sa chute. Autre figure tragique, Patrice Lumumba, premier ministre du Congo indépendant éliminé en 1961 après avoir tenté de nationaliser les ressources minières et de rompre avec l'ordre colonial belge. Son assassinat, coordonné avec l'appui des services secrets occidentaux, reste un traumatisme fondateur pour le continent. Plus récemment, John Magufuli, président de la Tanzanie, a mené une politique économique souverainiste, renégociation des contrats miniers, lutte contre la corruption, rejet des diktats du FMI. Il était décédé subitement en 2021 officiellement de complications cardiaques. Mais dans une région habituée aux pressions occultes, beaucoup y voient une mise à l'écart discrète. Son successeur a rapidement rétabli des liens étroits avec les bailleurs internationaux, abandonnant plusieurs réformes clés. Ce pattern tragique se répète inlassablement. Les dirigeants africains qui contestent l'hégémonie financière de l'Occident deviennent des cibles, que ce soit par des coups d'État, des sanctions ou des décès inexpliqués. Ce constat hante aujourd'hui Ouagadougou. Pour autant, Traoré ne recule pas. Il évoque souvent Sankara dans ses discours.
Il multiplie les références aux héros tombés de l'indépendance économique. Il assume le risque, mais son entourage reste en alerte maximale. Le service de renseignement burkinabé a été réorganisé, la sécurité présidentielle renforcée. Des conseillers russes auraient été déployés à des postes sensibles. Et des purges internes auraient été menées pour éliminer toute tentative de déstabilisation de l'intérieur. Dans cette atmosphère tendue, la société civile joue un rôle crucial. Des mouvements populaires comme Balai citoyen ou les Sentinelles du CIRA organisent des veilles citoyennes, surveillent les tentatives d'infiltration et alertent sur les manipulations médiatiques orchestrées depuis l'étranger. La résistance ne vient plus seulement d'en haut mais aussi d'en bas. Les médias internationaux, eux, oscillent entre méfiance et diabolisation. Certains comparent Traoré à un nouvel autocrate, d'autres dénoncent une poutinisation du Sahel. Des documentaires orientés sont diffusés sur les chaînes occidentales, insistant sur l'instabilité, le terrorisme et les dangers du populisme militaire. Peu parlent de la question monétaire, encore moins de la légitimité du combat pour la souveraineté. Pourtant, le peuple burkinabé, fort de son histoire et de ses cicatrices, sait faire la différence entre propagande et vérité. Il sait que ceux qui ont défié l'empire monétaire l'ont souvent payé de leur vie. Mais il sait aussi que sans ce combat, il n'y aura ni dignité ni prospérité. Traoré, en introduisant le CIRA, ne fait pas que lancer une monnaie. Il entre dans une histoire plus vaste, celle des martyrs économiques de l'Afrique, et il le fait en pleine conscience. Reste à savoir si son nom rejoindra un jour la liste des héros sacrifiés ou celle des pionniers victorieux d'un nouvel ordre panafricain. Alors que le CIRA circule déjà dans certaines régions du Burkina Faso, une question essentielle s'impose. Cette rupture sera-t-elle une exception isolée ou le début d'un basculement continental? Le destin du franc CFA, et au-delà celui de l'influence économique française en Afrique, semble suspendu à la réussite ou à l'échec de cette audacieuse initiative. Les premiers signes d'un effet domino sont déjà perceptibles. Au Mali, des voix proches du pouvoir évoquent ouvertement la création d'une monnaie nationale. À Bamako, plusieurs think tanks économiques travaillent sur des scénarios de sortie du CFA inspirés par le modèle burkinabé. Le Niger, bien que traversé par de profondes turbulences sécuritaires, a lancé une consultation nationale sur l'avenir monétaire du pays. Le Togo et le Bénin, encore prudents, ont vu naître sur les réseaux sociaux des campagnes appelant à une révision urgente du pacte monétaire postcolonial. À Abidjan, cœur battant de l'UMEA, les autorités observent avec inquiétude ce mouvement. La Côte d'Ivoire, principal pilier économique de la zone CFA, craint une fragmentation de l'union monétaire qui affaiblirait ses propres leviers régionaux. Mais même dans ce bastion du conservatisme monétaire, les débats s'intensifient. Des économistes ivoiriens renommés appellent à une réforme radicale du système CFA ou à son abandon progressif. Dans ce contexte, la jeunesse africaine joue un rôle déterminant. Connectée, informée, formée dans les universités ou autodidacte grâce à Internet, elle est la première à revendiquer une souveraineté économique réelle. Les hashtags « l'âge fine du CFA »,« monnaie africaine » et « l'âge Traoré Vision » sont devenus viraux. Des jeunes artistes lancent des morceaux en hommage au CIRA. Des vidéastes expliquent la mécanique monétaire en langue locale. Des économistes de la diaspora reviennent conseiller leur pays. Une génération entière se sent concernée par cette transition. Mais pour que ce mouvement prenne racine, il faudra des résultats, et vite. Car l'opinion publique, si elle est enthousiaste, peut aussi basculer rapidement en cas de difficulté. L'inflation, la rareté des produits importés, les tensions diplomatiques, autant de défis qui peuvent fragiliser la cohésion nationale. Ibrahim Traoré en est conscient. Il a demandé à son gouvernement un plan d'urgence de résilience économique avec 3 axes: sécurité alimentaire, indépendance énergétique et promotion du Made in Burkina. C'est ici que le CIRA trouve tout son sens, en favorisant la production locale, en décourageant les importations de luxe, en soutenant les petites industries. La monnaie devient un instrument de développement, pas seulement un symbole. Le gouvernement a lancé un programme incitatif pour les jeunes entrepreneurs avec des lignes de crédit exclusivement en CIRA et des exonérations fiscales pour les produits fabriqués localement. L'objectif est clair: transformer cette révolution monétaire en renaissance industrielle. Les partenaires étrangers non occidentaux sont mis à contribution. Des machines-outils turcs arrivent à Ouagadougou. Des coopératives agricoles iraniennes forment les paysans burkinabés aux techniques de culture durable. La Russie propose un transfert de compétences dans les technologies minières. Tout cela forme un écosystème nouveau déconnecté des circuits de l'aide traditionnels et ancré dans une logique de coopération horizontale. Mais l'issue de cette aventure ne dépendra pas uniquement du Burkina Faso. Elle repose aussi sur la capacité des autres pays africains à s'approprier le débat monétaire. L'Union africaine, longtemps silencieuse sur le sujet, a récemment inscrit à son agenda un forum spécial sur la souveraineté financière. Une commission ad hoc pourrait voir le jour pour évaluer la faisabilité d'une monnaie panafricaine longtemps rêvée, jamais réalisée.
L'Algérie, l'Éthiopie, le Kenya et l'Afrique du Sud, qui ne sont pas membres du système CFA, pourraient jouer un rôle moteur dans cette reconfiguration. Ils disposent déjà de banques centrales indépendantes, d'une certaine marge diplomatique et d'un poids économique qui leur permettrait d'appuyer une réforme continentale. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, encore embryonnaire, pourrait devenir un levier structurant si elle s'accompagne d'une monnaie commune ou d'un mécanisme de compensation multilatéral africain. Et pourquoi pas imaginer à moyen terme une banque centrale panafricaine installée à Addis Abeba ou à Lagos émettant une monnaie adossée à un panier de ressources naturelles africaines, or cacao, uranium, lithium, etc. Un projet encore utopique, mais que la dynamique actuelle rend soudainement plus crédible. Ibrahim Traoré, en introduisant le CIRA, a ouvert une brèche. Il ne s'agit pas seulement de monnaie, mais de dignité de contrôle des ressources, de capacité à décider pour soi. Ce geste pourrait bien inspirer toute une génération de dirigeants et de peuples lassés d'un système international profondément inégal. Le défi reste immense, mais le cap est fixé, et le vent semble pour une fois souffler du côté de l'Afrique.